Très bien. Bon, écoutez, il est 17 heures, donc nous allons commencer à l'heure cette première réunion de concertation sur un projet qui nous semble très important pour tous les Ajaxiennes et tous les Ajaxiens, qui est le projet de construction d'une nouvelle centrale électrique à Ajaccio, donc la centrale du Ricanto, et de son approvisionnement en combustible. Donc c'est une première réunion de concertation qui est organisée aujourd'hui. Donc je n'en suis que l'animateur de cette réunion. Nous avons avec nous les représentants à la fois d'EDF Production électrique insulaire qui est en charge de la construction de la centrale et représentant d'EDF en Corse et le représentant du ministère de la Transition écologique pour aborder l'ensemble des sujets. Donc c'est une première réunion, il y en aura d'autres cette semaine, il y en aura d'autres jusqu'au 24 mai à la date à laquelle sera clôturée cette première phase de concertation publique. Donc je tiens vraiment à vous remercier d'être présents. Alors évidemment, dans une jauge très réduite, nous n'avons pas eu le droit d'accueillir plus de 40 personnes dans cette salle. C'est tout à fait normal. C'est déjà bien que la préfecture nous ait donné l'autorisation d'accueillir un petit peu de public. Mais nous avons des gens qui sont derrière leur écran. C'est pour ça qu'on lance à peu près à l'heure, parce que les gens se connectent. Voilà. Alors à la fois à travers différents réseaux possibles, sur Zoom, plateforme très classique, sur Facebook et aussi sur la chaîne YouTube. Sachez tout le monde que tout est enregistré, que c'est diffusé donc sur Internet et que en même temps, l'ensemble de l'enregistrement pourra être revu à tout moment à partir du site du projet qui s'appelle centralduricanto.fr. Donc à partir du site du projet, pouvoir revoir à tout moment cette réunion publique donc évidemment qui est rendue publique. Donc je rappelle en quelques mots sur la diapositive suivante les règles sanitaires qui concernent les gens qui sont ici dans la salle, mais j'y reviendrai tout simplement. Vous allez vous déplacer quand il y aura les temps d'échange au micro qui est à côté de vous. Et je reprécise que nous conservons pendant 15 jours vos coordonnées de manière très réglementaire pour pouvoir alerter s'il se passe quoi que ce soit dans les jours à venir. On fera en sorte d'essayer d'arrêter vers 18h30, 18h45 pour vous permettre quand même de rentrer chez vous avant le couvre-feu de 19h. Bon, évidemment, si certains ont un petit peu plus de trajet, vous pourrez partir naturellement à tout moment. Alors, comment va se dérouler cette réunion ? Ce qu'on vous propose, c'est qu'elle se déroule en 3 temps et c'est une réunion sur laquelle on souhaite laisser le maximum de temps pour que vous puissiez intervenir, aussi bien dans la salle que ceux qui sont par Internet. Donc il y aura 3 sujets qui vont être traités au fil de l'eau dans la réunion. D'abord les fondements du projet, le pourquoi est-on ici et pourquoi il y a une nouvelle centrale à construire pour Ajaccio. Le deuxième sujet, plus précisément dans le détail, quelle est la centrale qui est envisagée et avec quel combustible pourrait-elle être alimentée. Et puis ensuite, on regardera les effets alors sur l'environnement, mais sur l'environnement humain, parce que c'est quand même très important, notamment au niveau des riverains et au niveau de la région d'Ajaccio, et puis sur l'environnement naturel, évidemment, et l'environnement socio-économique du projet. Donc ces 3 temps, et à chaque fin de présentation, 10 minutes, un quart d'heure à peu près, pour vous donner l'essentiel, on se tournera vers vous, on se tournera vers le public qui est sur Internet, et puis on vous donnera la parole pour que vous puissiez poser quelques questions. Voilà. Alors évidemment, on ne va pas traiter tout aujourd'hui. On essaiera de consacrer 1h30 aujourd'hui. Il y aura d'autres réunions, il y a une autre réunion mercredi, il y a d'autres réunions samedi, il y aura une autre réunion le 18 mai. Il y a des temps d'échange aussi qui seront possibles, qui vont vous être présentés tout à l'heure. Donc, on va essayer de rythmer ça de cette manière. Je montre en quelques secondes de quelle manière le public à distance peut intervenir. Le public à distance s'en rend compte, leur micro est coupé. Donc c'est nous qui gérons les micros des gens parce que on sait bien que dans ces réunions, si quelqu'un passe derrière, ça fait du bruit. Voilà, donc ce n'est pas possible d'ouvrir les micros à tout le monde. Donc par contre, il y aura la possibilité, donc vous le voyez sur l'écran, vous pourrez soit écrire ce qu'on appelle les chats, c'est écrit en orange, pour poser vos questions. Vous allez en bas sur l'onglet Converser, et puis vous allez voir apparaître une fenêtre sur laquelle vous pouvez inscrire, disons, vos commentaires. Ces commentaires seront pris
par une équipe de modération qui travaille pour nous dans cette réunion et qui sélectionnera, alors non pas le but de sélectionner les questions, mais c'est plutôt pour identifier justement quelles sont les questions qui sont le plus fréquemment posées et celles qui nécessitent tout de suite une réponse et d'autres peut-être sur lesquelles il y aura des réponses qui seront données plus ultérieurement. Et aussi, il y aura la possibilité pour les gens à l'extérieur d'intervenir tout simplement avec l'onglet participants que vous avez en bas de votre écran également. Et puis, la fonction « Lever la main », voilà, vous avez une petite main, il suffit de cliquer dessus. Et là, on saura que vous voulez prendre la parole. Et en fonction du nombre que vous êtes et du flot, disons, de gens qui veulent prendre la parole, on pourra essayer de vous la donner en direct. Voilà, sachant que c'est sur cet écran, là pour les gens de la salle, c'est sur cet écran que l'on se rend compte de ce qui se passe sur la plateforme Zoom en même temps que l'on échange. Voilà. Donc tout de suite, je vais vous présenter les intervenants qui sont sur ce plateau, en commençant par Monsieur Frédéric Maillard. Merci de me regarder, comme ça tout le monde vous repère bien, parfait, qui est président d'EDF Production électrique insulaire, donc le président de la société qui est, disons, en charge de la responsabilité de la construction de cette nouvelle centrale. Nous avons en face, M. Pierre Fontaine, donc, qui représente le ministère de la Transition écologique et conseiller auprès de la directrice de l'énergie au ministère de la Transition écologique et qui est évidemment plutôt en charge de l'approvisionnement en gaz de la Corse et de l'approvisionnement en combustible de cette centrale. Nous avons également, aux côtés donc, de M. Maillard, Cédric Dupuis, qui est le directeur de projet, vraiment dédié à ce projet de centrale du Ricanto. C'est la personne avec laquelle vous serez en relation pendant les mois et années qui viennent, qui sera là pour justement préparer le projet et le suivre. Et en face, nous avons Romain Maury, donc, qui représente en fait EDF SEI, donc système électrique insulaire. C'est un peu compliqué, ils vont vous expliquer tout à l'heure. Disons que c'est l'EDF en Corse, c'est l'EDF qui gère le système électrique et le réseau électrique et l'alimentation électrique au niveau de la Corse. Voilà, donc il y a le producteur, il y a le gestionnaire du réseau et il y a le ministère qui est présent aujourd'hui. Et tout de suite, je vais leur passer la main, mais qui ne sont pas présents aujourd'hui, qui nous rejoindront pour les prochaines réunions. Cette concertation est placée sous l'égide de la Commission nationale du débat public. Donc en fait, les maîtres d'ouvrage ont saisi cette Commission nationale du débat public il y a déjà quelques mois, qui a désigné de garants indépendants des maîtres d'ouvrage et qui sont là pour superviser cette concertation, s'assurer qu'elle se passe dans de bonnes conditions et s'assurer surtout que le public a pu prendre la parole, que le public a pu poser ses questions, a pu argumenter sur justement ses avis et que les maîtres d'ouvrage ont pu répondre également à ces questions. Voilà. Donc c'est ce rôle de garant de la concertation avec Zita Etundi et Bernard-Henri Lorenzi qui vont intervenir maintenant. Je crois que je vais d'abord céder la parole à M. Lorenzi qui va en quelques mots vous expliquer un petit peu le rôle de la CNDP, Commission nationale du débat public. Bonsoir. Donc, Monsieur Pascal Chauss a presque tout dit. Mais enfin, nous sommes là, Zita Etundi, qui est sur Marseille, qui a sa propre entreprise et qui est co-garante avec moi, qui suis retraité à Bastia. Nous sommes en charge de représenter la CNDP sur ce dossier. L'objectif, c'est que dans le respect du Code de l'environnement, EDF PUI a saisi la CNDP au mois d'octobre, alors que l'autorité environnementale venait de rendre son avis. Et la CNDP a souhaité que cette concertation préalable soit, disons, co-dirigée, co-instruite avec le ministère de la Transition écologique qui est en charge de l'arrivée du gaz en Corse. C'est pour cela que Madame Sophie Morlon, qui est directrice de l'énergie du ministère de la Transition écologique, a co-saisi la CNDP et que à partir de là, la CNDP, dans sa séance du 2 décembre 2020, nous a nommé, Zita Etundi et moi-même, pour être les garants de cette concertation à la suite de cette co-saisine
de EDF PUI et du ministère de l'Énergie. Alors, comme l'a dit Pascal Chausse, nous sommes des garants indépendants, c'est-à-dire que nous sommes totalement indépendants de quiconque, et en particulier du maître d'ouvrage, en sorte que ce n'est pas le maître d'ouvrage qui nous paye, par exemple, et nous sommes neutres et impartiaux. C'est quelque chose d'absolument primordial, dans la mesure où notre rôle, ce n'est pas d'intervenir sur le fond du projet, nous n'avons pas d'avis sur le fond du projet en tant que garant. Nous avons un rôle de contrôle, d'incitation et de facilitateur pour faire en sorte que les choses se passent le mieux possible. Donc, ce qui nous intéresse, c'est plus la forme que le fond du projet. Voilà, ça me paraît un élément essentiel de notre rôle. Et pour les autres points, je pense que Zita va pouvoir vous les exposer rapidement, sachant que nous sommes en permanence joignables sur nos sites sur le site internet et par mail, sur les adresses mail qui sont affichées partout, sur les dossiers, etc., etc. Voilà, Zita. Oui, Madame Etoundi, c'est à vous, mais pareil en visio. Donc, bonjour à tous. Donc, tout d'abord, de façon très rapide, je vais commencer par dire ce que nous ne sommes pas. Donc, le garant n'est pas un arbitre, ce n'est pas un médiateur, et ce n'est pas non plus, et surtout, le maître d'ouvrage. Donc, parmi les principales missions, c'est qu'on veille à ce que les habitants, les citoyens, aient une information sincère. Et que les différentes questions qui peuvent être posées aient une réponse argumentée. C'est sûr qu'un oui et un non, c'est pas forcément quelque chose que nous laisserons passer. Ensuite, par rapport aux autres missions, donc c'est vrai qu'on est incitateur et facilitateur donc du processus donc de concertation. Donc en rectifiant, améliorant et discutant avec le maître d'ouvrage pour que tout ce processus se déroule au mieux et dans les meilleures conditions. À la fin de tout ce processus, nous allons rédiger un rapport qui sera différent et complémentaire à celui du maître d'ouvrage sur les différents apprentissages et différents enseignements et informations que la concertation a pu faire ressortir. Voilà, je pense qu'on a été assez complet sur l'ensemble des missions. Merci Madame Etoundi, merci Monsieur Lorenzi. Donc nous allons rentrer maintenant dans le vif du sujet. Je vais laisser la parole d'abord à Frédéric Maillard, donc les deux maîtres d'ouvrage, Frédéric Maillard et Pierre Fontaine, pour, disons, nous présenter leur structure et leur rôle dans ce projet d'une manière générale, en quelques mots, s'il vous plaît. Monsieur Maillard, c'est à vous. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très heureux d'ouvrir ce soir la concertation préalable du projet de nouvelle centrale du Ricant et de son approvisionnement en combustible. C'est un projet important pour nous, EDF PUI, qui le développons depuis plusieurs mois. C'est un projet important pour les habitants de la région d'Ajaccio et de la Corse plus généralement. Alors je souhaite vraiment que cette concertation soit un moment de partage avec vous, avec le public, avec les riverains, qui nous permettent de vous informer sur notre projet, qui nous permettent de répondre à vos questions et de faire évoluer notre projet en fonction de vos différentes préoccupations. C'est vraiment un moment important pour le développement de notre projet. Alors en quelques mots, qui sommes-nous? Donc EDF PUI pour EDF Production électrique insulaire. EDF PUI est une filiale à 100% du groupe EDF qui a été créée en vue du remplacement des moyens de production thermique d'EDF dans les territoires insulaires, donc en Corse et dans les Outre-mer. Alors nous avons développé, nous exploitons aujourd'hui 4 centrales. Alors il y en a une que vous connaissez bien, c'est la centrale de Luciane en Haute-Corse. Nous avons également la centrale de Porrest à La Réunion. Nous exploitons aussi la centrale de Pointe-Géry en Guadeloupe et la centrale de Bellefontaine en Martinique.
Nous développons actuellement 2 projets majeurs, donc le projet de nouvelle centrale du Ricant, dont nous allons parler ce soir, et également le projet de nouvelle centrale du Larivot en Guyane, dont le chantier a démarré il y a quelques semaines de cela. Nous sommes aussi présents dans les énergies renouvelables, donc essentiellement le photovoltaïque et l'éolien. Nous exploitons des moyens de production en Martinique et en Guyane, et nous développons de tels moyens de production renouvelables avec une autre filiale du groupe EDF qui s'appelle EDF Renouvelable. Merci. Parfait. Bon, Monsieur Fontaine, si vous voulez bien, en quelques mots, voilà, nous expliquer la raison de votre présence très importante sur ce plateau. Oui, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je me présente donc Pierre Fontaine, je travaille à la DGEC, Direction Générale de l'Énergie et du Climat au ministère de la Transition écologique, et je suis en charge des zones insulaires. Alors, en introduction, je voudrais préciser à quel titre l'État est là ce soir et sera présent aux autres réunions de la semaine, puisqu'il va y avoir différents acteurs qui vont être présents. Donc, mercredi, la réunion, ce sera Sophie Mourlon qui y participera, qui est directrice de l'énergie. Et les réunions de samedi, ce sera Patricia Bruchet de la DREAL. Donc la Direction Générale de l'Énergie et du Climat, c'est une direction donc, du ministère de la Transition écologique qui a pour mission d'élaborer la politique énergétique, de mettre en œuvre la politique liée aux matières premières énergétiques, à lutter contre le réchauffement climatique et puis contre la pollution atmosphérique. La DREAL, c'est la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. C'est un service de l'État sous l'égide du préfet qui a à charge de mettre en œuvre en Corse les politiques du ministère de la Transition écologique. Alors moi, je suis heureux d'être ici ce soir parmi vous pour participer à cette concertation préalable sur le projet de centrale du Ricant et puis vous présenter la procédure que l'État a engagée pour sélectionner un opérateur pour la réalisation et l'exploitation d'une infrastructure d'alimentation en gaz et centrale électrique. Alors, au fil des présentations et des questions, je pourrais aussi être amené à apporter quelques éléments de procédure sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, par exemple. Cette programmation pluriannuelle de l'énergie, dite PPE, c'est le document qui programme les investissements dans le domaine de l'énergie en Corse. Et c'est un document officiel qui est approuvé par décret et qui est réalisé de manière conjointe entre l'État et la collectivité de Corse. Et puis l'État aussi, on pourra intervenir sur les procédures liées à la protection de l'environnement, puisque depuis toutes les procédures de simplification des démarches administratives et de modernisation du droit de l'environnement, l'ensemble des autorisations ont été fusionnées dans une autorisation environnementale unique, ce qui veut dire concrètement que le projet qui est aujourd'hui porté par EDF ne fera l'objet d'un dépôt que d'un seul dossier auprès du préfet, en lieu et place des différentes décisions administratives qu'on avait auparavant. Et donc cette autorisation unique répond à 3 objectifs. Un premier objectif qui est la simplification des procédures administratives sans diminuer le niveau de protection environnementale. Le second, c'est pour avoir une vision globale, l'ensemble des enjeux environnementaux du projet. Et puis, troisième avantage, c'est surtout pour le porteur de projet de lui donner de l'anticipation, de la lisibilité et une stabilité juridique. Voilà. Très bien, merci. Alors, on va poursuivre notre tour de table avant de vous donner la parole au public. Je vous rassure, ça va arriver. Donc, c'est le tour de Romain Maury, en fait, donc, qui représente EDF SEI, donc ETF en Corse, et qui va pouvoir nous expliquer les raisons pour lesquelles cette centrale doit être construite. Voilà, donc on est véritablement dans les enjeux, le pourquoi en est-on arrivé là aujourd'hui à construire cette nouvelle centrale. Donc, Monsieur Maury, c'est à vous, en essayant d'être le plus pédagogique possible. Ce n'est pas toujours simple, mais allez-y. On vous fait confiance. D'accord. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Effectivement, je suis Romain Maury, donc je travaille à EDF SEI, Système électrique insulaire. Et je vais donner un peu la vision du gestionnaire du réseau électrique, donc EDF SEI. Donc l'idée, c'est de planter un petit peu le décor en décrivant le système électrique corse tel qu'il est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a un mix qui est diversifié et qui repose sur un trépied énergétique. Donc la première catégorie d'énergie que l'on va retrouver en Corse, ça va être les énergies renouvelables qui vont représenter en fait 45% de la puissance installée aujourd'hui en Corse. On va retrouver aussi des moyens de production thermique que l'on va détailler un petit peu plus tard. Et puis enfin des liaisons, des interconnexions avec l'Italie et la Sardaigne.
Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de rentrer un petit peu dans le détail et de voir sur le slide que vous avez à l'écran, eh bien, en ce qui concerne les énergies renouvelables, eh bien, on va retrouver en premier lieu différents aménagements hydroélectriques qui vont être installés un petit peu partout dans le territoire corse. Donc on va retrouver principalement quatre vallées qui vont être exploitées avec des aménagements hydroélectriques, la vallée du Golo, du Prunelli, du Rizzanese et du Fiumorbe. Donc cette production hydroélectrique, elle va représenter déjà une bonne partie de ces énergies renouvelables. Ce qu'on va trouver également, ce sont des centrales photovoltaïques, donc qui vont exploiter l'énergie solaire, qui vont être aussi implantées un petit peu partout dans le territoire et qui représentent aujourd'hui une bonne partie également, avec 146 MW de puissance installée, seulement sur le photovoltaïque. Et avec maintenant en plus des centrales photovoltaïques qui sont aussi adossées à des batteries, et donc on appelle photovoltaïque avec stockage. Voilà, nous retrouvons un petit peu aussi un petit peu d'éolien dans le mix énergétique corse, et puis une petite centrale de biogaz. Donc voilà pour ce qui concerne les énergies renouvelables. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a deux centrales thermiques qui sont aujourd'hui une à Ajaccio, à la centrale du Vazio, et une à Luciane, la centrale de Luciane, et plus quelques TAC, donc ce sont des turbines à combustion, qui sont des moyens de pointe, qui vont tourner, être alimentés avec du fuel, comme les centrales thermiques. Et enfin, je termine avec les interconnexions, qui vont aussi être importantes pour le système électrique corse, qui vont du coup relier électriquement la Corse à la Sardaigne et à une partie de l'Italie. Voilà un petit peu pour planter un petit peu le décor de ce système électrique corse. Ce que je voulais vous montrer là-dessus, c'est qu'on a déjà aujourd'hui une pénétration ENR qui est importante, avec 45% de la puissance installée aujourd'hui en Corse, et qui a beaucoup augmenté ces dernières années. Donc c'est ce qu'on voit dans le tableau que vous avez en bas à droite du slide. On voit que voilà, depuis juste 4 ans, la production, notamment photovoltaïque, a vraiment beaucoup augmenté, avec plus 46 MW de photovoltaïque et plus 28 MW de PV plus stockage. Ce que je vous propose, voilà, c'est de passer au slide suivant, puisque là, du coup, on a parlé un peu de puissance installée. Donc la puissance, c'est la puissance électrique que va fournir la centrale à l'instant T. Mais ce qui est important aussi, c'est l'énergie, la puissance qu'elle fournit sur la durée. Voilà, pour bien comprendre la notion, quand on a par exemple une voiture, on a la puissance, ça va être la pédale d'accélérateur. Ça va être vraiment la puissance à l'instant T. Et puis l'énergie, ça va représenter un petit peu l'essence qu'on a dans le réservoir. Donc voilà, ce qu'on peut utiliser dans la durée. Et là, du coup, ce qu'on voit quand on regarde un petit peu au niveau énergétique en Corse, on retrouve encore une fois ce trépied énergétique. Et là, on va avoir à peu près un tiers d'énergie qui va être produite en Corse à partir de moyens de production thermique, un tiers avec les interconnexions et un tiers avec les ENR. Alors bien sûr, ça va varier selon les années, mais on va retrouver à peu près ce trépied-là. Ce que je voulais vous dire aussi là-dessus, c'est que le système électrique corse est un système complexe, fragile, et du coup, les équipes de EDF SEI sont là pour assurer cette stabilité. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que pour assurer une stabilité d'un système électrique, il faut qu'à tout moment, on ait la production qui soit égale à la consommation. Et donc, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on va avoir des agents EDF qui vont être là pour assurer cet équilibre. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on a différents types d'énergie qui vont fournir différents types de services. Par exemple, l'énergie photovoltaïque, elle a ce caractère aléatoire. Si on a un nuage qui passe, l'ensoleillement qui diminue, eh bien la production photovoltaïque va diminuer. On ne va pas pouvoir la piloter, on va subir ce changement-là. Contrairement à l'énergie hydraulique, qui elle est effectivement aléatoire, selon les années, il peut y avoir plus ou moins de pluies qui vont remplir les lacs, certes, par contre, on va pouvoir la piloter et choisir quand est-ce qu'on va utiliser cette énergie hydraulique.
Et puis je finis avec l'énergie thermique qui, elle, va être garantie et elle va nous permettre, quand on appuie sur le bouton, la centrale thermique va pouvoir démarrer et produire l'énergie dont on a besoin. Donc ce qu'on voit, c'est qu'en fait, ces énergies viennent en complément. En tout cas, les moyens thermiques viennent en complément de l'énergie renouvelable qui a ce caractère aléatoire et fatal. Voilà, donc là, je vous ai parlé un petit peu de comment on gère un système électrique en temps réel. Mais ce qui est aussi important quand on gère un système électrique, c'est de se projeter et d'anticiper. Donc ce qu'on voit sur ce slide, sur le slide précédent, ce qu'on voit sur ce slide-là, c'est que quand on regarde un petit peu les années à venir et les évolutions que l'on peut anticiper sur la consommation électrique, c'est que même si on regarde plusieurs scénarios, dans tous les cas, on pressent que la consommation électrique va augmenter. Alors pourquoi ? Parce qu'on aura des nouveaux usages électriques qui vont se développer, avec les véhicules électriques et d'autres moyens qui vont arriver. Et donc on se perçoit que voilà, même si on prend des scénarios où on arrive à faire de l'efficacité énergétique et à faire augmenter notre efficacité, dans tous les cas, on pense que la consommation va augmenter. Et du coup, quelles sont les conséquences ? C'est qu'on s'aperçoit qu'on va avoir besoin de nouveaux moyens de production pour garantir justement la sécurité et la stabilité du système électrique. Donc c'est ce qu'on voit ici sur ces slides. Selon les scénarios qu'on a pu identifier, on s'aperçoit qu'on a besoin d'à peu près 160 MW de puissance garantie pour justement assurer cette stabilité du réseau électrique. Ce qu'on voit quand même, c'est qu'on va aussi parallèlement avoir une part d'ENR qui va augmenter. On le voit déjà, quand on regarde les années passées, elle a largement augmenté et on va faire en sorte encore d'insérer de plus en plus d'énergie renouvelable. Et un dernier point pour souligner que sur ces aspects-là, pour construire un nouveau moyen de production, ça prend beaucoup de temps et donc il faut anticiper ces évolutions-là largement à l'avance. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà, ce que je voulais vous dire par rapport à ce slide-là, c'est qu'on ne peut pas rester durablement dans la situation telle qu'elle est aujourd'hui, avec les moyens que l'on a aujourd'hui. On va avoir besoin de nouveaux moyens de production, alors que ce soit des ENR, mais aussi des moyens garantis qui vont nous permettre d'assurer cette stabilité. Et puis enfin, les interconnexions telles qu'on les connaît aujourd'hui, on aura aussi besoin de garantir leur approvisionnement dans la durée. Très bien, donc on vient de voir en effet, là on voit sur la diapositive qui vous est projetée les différents scénarios qui peuvent être envisagés, renforcer les interconnexions, renforcer les énergies renouvelables, renforcer les moyens garantis, comme c'est noté. Et finalement, il faut faire un petit peu tout, d'après ce que j'ai compris. Donc, Monsieur Maillard, peut-être justement, si vous voulez bien préciser le projet qui en ressort finalement et qui est proposé aujourd'hui. Donc effectivement, en complément du renforcement des interconnexions, d'une ambition plus importante dans les renouvelables et des efforts en matière de maîtrise de la demande d'électricité. Donc EDF-PU développe le projet de nouvelle centrale du RECANT. Donc cette nouvelle centrale sera équipée de 7 moteurs et d'une turbine à combustion. Et elle est prévue pour fonctionner au gaz. Alors j'étais sur le slide précédent. Oui, on revient sur le slide d'avant, s'il vous plaît. Sur le 15. Alors cette solution, donc cette centrale du RECANT, c'est une solution qui présente de nombreux avantages. D'une part, c'est une solution qui permet de remplacer, de mettre à l'arrêt au plus vite la centrale du Vazio. Et je pense que ça, c'est une attente qui est largement partagée sur le territoire. Cette solution, elle permet également de réduire l'impact de la centrale sur son environnement par l'utilisation de matériel plus moderne, par l'utilisation d'un combustible plus respectueux de l'environnement. C'est aussi une solution donc, qui permet de sécuriser pour de nombreuses années l'alimentation électrique de la région d'Ajaccio et de participer plus globalement à l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité sur l'ensemble de la Corse. Et puis en complément, c'est également évidemment une solution qui permet de pérenniser d'une part les emplois, mais aussi une activité économique dans le bassin ajaccien. Donc effectivement, maintenant, si l'on
si l'on se replace quelques années en arrière, hein, donc on se rappelle bien qu'en 2015, il était prévu de remplacer la centrale du Vasio par un cycle combiné de 250 MW qui est inscrit dans la PPE de Corse. Alors nous, EDF-PU, nous avons développé ce projet pendant 3 ans. Hein. Donc ce projet a été amené à un stade de développement très avancé. Mais en 2019, donc, les hypothèses ont évolué, puisque comme cela a été présenté, il y a une ambition plus importante de développement des énergies renouvelables qui a été mise en avant, une ambition plus importante dans la maîtrise de la demande d'électricité. Et donc ce besoin a été revu de 250 MW à 160 MW. Et donc, pour répondre à ce besoin de 150 MW, il a été décidé en 2020 de s'appuyer sur 3 composantes. Donc, une composante moteur, enfin une première composante, donc une centrale moteur de 110 MW. Ensuite, une seconde composante qui est une turbine à combustion de 20 MW. Et une troisième composante qui est un des moyens de stockage pour 30 MW. Et donc, ce sont ces 2 premières composantes. Donc, d'une part, la centrale moteur de 110 MW et la turbine à combustion de 20 MW qui constitue la nouvelle centrale du RICANT qui est l'objet de la concertation préalable de ce soir. Alors voilà, en synthèse, finalement, la mission d'EDF-PUI va être de mettre en service au plus tôt cette nouvelle centrale du RICANT. D'une part, pour sécuriser l'alimentation électrique d'Ajaccio avec une centrale moderne et performante, pour réduire les émissions atmosphériques sur Ajaccio grâce à un combustible propre, et pour pérenniser l'activité et les emplois industriels sur Ajaccio. Très bien, merci. Et donc, on finit le tour de table et c'est promis, je me tourne vers vous par Cédric Dupuis qui va largement parler après. Donc, on va lui laisser 2 minutes, pas plus, pour nous rappeler un petit peu justement cette concertation et le déroulé du projet. Voilà, rapidement, merci. Oui, alors Cédric Dupuis, directeur du projet de cette centrale du RICANT pour EDF-PUI. Donc un premier zoom sur les dates prévues dès cette semaine pour poursuivre la concertation publique. Donc mercredi, on en parlait tout à l'heure, une réunion qui se tiendra au même endroit, 17h, avec un focus sur les combustibles de cette nouvelle centrale. 2 réunions le samedi, une le matin, en première partie, un zoom plus détaillé du fonctionnement du système électrique, qui sera à nouveau présenté par Romain Maury, et un détail également du fonctionnement de la centrale et des caractéristiques techniques de la centrale qu'on souhaite construire. L'après-midi, une réunion spécifiquement dédiée aux effets et aux enjeux environnementaux et socio-économiques du projet. Voilà, donc 3 dates cette semaine, avec une dernière réunion de clôture prévue le mardi 18 mai, toujours dans cette salle, et à la même heure. Voilà, et je termine cette grande introduction par le slide suivant, donc, qui est un calendrier prévisionnel du projet depuis 2021, donc le moment auquel on se trouve aujourd'hui. Concertation publique. En parallèle de cette concertation, nous travaillons sur les études techniques, sur les études environnementales, dans lesquelles on prépare le dossier de demande d'autorisation, dont parlait M. Fontaine tout à l'heure, qui sera déposé autour du mois de septembre-octobre, instruit ensuite par les services de l'État, qui nous amène à un début de projet, un début de construction, de réalisation, un premier coup de pelle en 2023, voilà, pour 2 à 3 années de construction et de mise en service, ce qui nous laisse envisager un début de mise en service en 2025. Voilà, une centrale complète, 7 moteurs et une turbine à combustion, mise en service définitivement en 2026.
Merci beaucoup. Bon, voilà, nous avons eu donc une mise en perspective générale, je pense, assez détaillée de ce projet. Vous savez qu'après, nous allons avoir un deuxième temps où nous allons rentrer dans le détail sur la centrale et dans le détail sur l'approvisionnement en combustible de cette centrale, et un troisième temps où nous évoquerons ensemble les effets sur l'environnement. Voilà, mais je me tourne tout de suite vers vous. Donc, vous vous êtes déplacés, donc je vais vous donner un peu la priorité par rapport aux gens qui nous regardent à distance. Donc la règle est très simple, vous souhaitez intervenir pour émettre un avis, poser une question, l'idéal c'est une question évidemment parce qu'on est là pour échanger. Vous levez la main, je vous donne la parole, si plusieurs mains se lèvent, je repérerai ceux qui souhaitent prendre la parole et au tour de rôle, vous pourrez vous présenter au micro s'il vous plaît qui est ici et poser votre question s'il vous plaît assez court, de façon à ce que tout le monde puisse prendre la parole et surtout qu'on puisse aussi se tourner vers Internet et nos amis qui sont là-bas. Voilà, donc nous sommes, donc s'il vous plaît, qui souhaite s'exprimer dans un premier temps, c'est le moment. Monsieur, très bien. Écoutez, surtout si d'autres personnes le souhaitent, faites-moi signe hein, que je le repère évidemment et que je ne vous oublie pas. Donc très bien, monsieur aussi, juste après. Donc, monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez vous présenter. Vous pouvez enlever votre masque si vous voulez pour vous présenter. Voilà, je vous en remercie. Oui, le remettre après quand vous rentrez. Dominique Lanfranchi, je représente l'association Azentinil. Bonjour, monsieur Lanfranchi. Association qui lutte depuis quelques années contre les méfaits de l'émission du fioul. Et ma question, elle est directe. Et je suis heureux de la présence de monsieur Fontaine qui représente le ministère. C'est qu'à ce stade, vous présentez un projet de centrale, mais nous n'avons pas encore de garantie au moment où nous nous réunissons sur l'approvisionnement des centrales en gaz naturel. Donc la question que je vais poser, c'est quand allons-nous connaître le résultat des appels d'offres concernant le gaz naturel? Est-ce que ces résultats sont déjà connus par le ministère en question? Est-ce que la future centrale du Ricantes va pouvoir démarrer au gaz naturel ainsi qu'il nous l'a été promis, puisque ça fait plusieurs années qu'on nous explique que la future centrale du Ricantes va démarrer au gaz naturel. Deuxième question concernant les ENR, puisque tout à l'heure ça a été abordé. Alors on retient bien la première, mais allez-y, posez votre deuxième et ensuite on reviendra. Tout à l'heure, il y a eu une discussion une présentation à propos des ENR sur, d'un côté, les énergies dites fatales, hein, qui sont les énergies photovoltaïques, et d'un autre côté, le stockage. Alors, effectivement, il y a le système des batteries. Les batteries, ça coûte très cher, ce n'est pas encore tout à fait au point. Mais par contre, il y a les STEP, qui sont un moyen de stockage que tout le monde connaît. On va préciser les STEP. Les stations d'énergie par transfert de pompage. Donc c'est une réserve d'eau qui sert pour... C'est une réserve d'eau qui est en bas d'un bassin déjà existant. Et l'eau circule avec des turbines. Et au lieu d'être turbinée une fois et de partir à la mer, elle est turbinée plusieurs fois. D'accord. Donc il y a une STEP qui est prévue sur Saint-Paul, Guisonne. À ce jour, à notre connaissance, elle n'est pas encore financée. Donc je voudrais savoir ce qu'il retourne exactement de cette STEP de Saint-Paul. Par contre, on aurait pu faire exactement la même chose sur Tôle, puisque Tôle, il existait deux ouvrages. Il exerçait un ouvrage sur Tôle, un ouvrage sur Ocana. C'était, je dirais, les conditions idéales pour réaliser une STEP. Ça n'a pas été fait. Pour quelles raisons ça n'a pas été fait? Voilà, c'est encore une question que je pose. D'accord. Alors, je vous remercie. Je vais essayer de reprendre vos deux questions. Une première question qui s'adresse, je pense, plutôt à M. Fontaine sur l'approvisionnement en gaz de la Corse. Donc, comme vous le savez, il y aura une autre réunion mercredi et d'autres réunions encore samedi pour en reparler. Donc, peut-être un premier élément de réponse sur le processus de mise en œuvre de cette infrastructure gazière. Et la deuxième question que je n'oublie pas, donc, sur les énergies renouvelables et notamment sur le projet de STEP, donc de station de transfert d'énergie par pompage. Voilà. Alors, je ne sais pas, la STEP peut-être aussi à EDF gestionnaire. Alors je pense que nos responsables de la centrale électrique, eux, ils construisent une centrale électrique, ils ne construisent pas une STEP. Mais vous pourrez construire une STEP. Non, c'est pas ça. Non. Sur la première question, d'accord. On interviendra. Vous interviendrez après, très bien. Donc, Monsieur Fontaine, sur l'infrastructure gazière, donc, où on est un peu la procédure, comme le demande Monsieur Lanfranchi.
Ok. Écoutez, bon, ça va faire l'objet normalement de la seconde partie de la présentation. Ça revient je vais dévoiler un petit peu ce qui va être dit tout à l'heure. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que la PPE de 2015 prévoit une infrastructure gazière pour alimenter les centrales électriques. Il y a eu différentes procédures qui ont été engagées. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que le choix qui a été fait, c'est d'avoir une installation qui, à la fois, sépare les activités d'exploitation de l'infrastructure de celles de fourniture de gaz naturel, qu'on a complété le dispositif avec une régulation économique qui permet, en fait, le développement d'offres. Force est de constater qu'on n'a pas eu, malgré la PPE, et malgré toute la régulation et les incitations qu'on a pu mettre en place, il n'y a pas eu d'opérateurs qui se sont positionnés spontanément, ce qui a contraint l'État à engager une procédure spécifique de sélection d'un opérateur qui a débuté en février 2020, qui est close depuis le 31 octobre de l'année dernière. Un point important, c'est que même si l'État sélectionne un opérateur, cet opérateur, ce sera lui qui sera maître d'ouvrage. C'est lui qui exploitera, c'est lui qui possédera, c'est lui qui construira cette infrastructure. Donc, je reviendrai ensuite dans la deuxième partie de la présentation sur les critères d'offres. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que l'analyse des offres est toujours en cours. On a eu des échanges complémentaires avec les pétitionnaires. Et qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de questions complexes qui se posent, un certain nombre d'études à mener encore, qui expliquent pourquoi il n'y a pas eu de lauréat désigné. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Donc, notre préoccupation, ça reste quand même par rapport au calendrier, le démarrage. Si vous voulez, il faut être clair sur ce que prévoit la PPE. La PPE dit une infrastructure, une centrale qui fonctionne au gaz et en secours au fioul léger. Donc il n'y a pas de vide, entre guillemets. Si le gaz naturel devait arriver plus tard que prévu, la centrale démarrera dans tous les cas, parce que c'est nécessaire, à la fois parce que ça vient se substituer à la centrale du Vazio, qui est une centrale au fioul lourd et qui, aujourd'hui, du point de vue environnemental, n'est pas idéale. Et donc, on aura une centrale qui a vocation à tourner au gaz et qui démarrera pour assurer l'équilibre offre-demande le plus vite possible au fioul léger, ou, comme EDF présentera peut-être ensuite, je pense au fil de la présentation, EDF envisage de substituer le fioul léger avec des bioliquides. Alors, je me permets juste une insiste, parce qu'en fait, on me signale que sur Facebook, on a un internaute qui évoque le fait, alors Didier Figueres, voilà, qui dit « J'espère que vous vous orienterez plutôt vers la biomasse que vers le fioul léger ». Donc c'est une réaction sur Facebook d'un internaute. Voilà, c'est pas une question, c'est juste une réaction que je me permettais de faire parce que ça rebondissait sur ce que vous étiez en train de dire. Je pense que ça a fait réagir certains internautes. Voilà. Oui, donc oui, vous concluez peut-être. Voilà. La deuxième partie, on y reviendra après. On va continuer. Donc peut-être Monsieur Maillard ou Monsieur Dupuis. Oui, donc complément. Je vais prendre la main donc, juste pour compléter la réponse de M. Fontaine. Donc, pour bien redire qu'effectivement, aujourd'hui, la PPE précise que la nouvelle centrale du Ricant fonctionnera au gaz. Donc, nous, côté EDF-PI, en tant que porteur de projet, c'est bien une centrale qui est prévue pour fonctionner au gaz que l'on est en train de construire. C'est bien en ce sens qu'on a lancé les avis de marché. C'est en ce sens qu'on est en train de développer tous les dossiers de permitting. Voilà, donc cela étant dit, c'est une fonction qui fonctionnera au gaz. Néanmoins, on est obligé de prévoir un combustible de secours, un combustible liquide de secours, puisqu'il faudra bien prévoir les moments où l'infrastructure gaz devra être en maintenance, par exemple. Et à ce moment-là, il faudra bien qu'on ait un combustible pour faire fonctionner notre centrale. Donc, pour les combustibles de secours, ce qui est prévu aujourd'hui par la PPE, c'est effectivement le fioul léger. Nous, côté EDF-PI, on voit apparaître une solution qui n'existait pas forcément et encore quelques années en arrière, c'est la solution de la biomasse liquide. Et donc, nous, c'est une solution qu'on souhaite mettre en avant parce qu'on pense qu'elle présente des avantages y compris par rapport à la solution fioul léger. Donc, voilà, c'est une nouvelle perspective qui est devant nous. Et donc, si on doit à un moment donné faire fonctionner la centrale avec du combustible liquide, on souhaite que ce soit avec de la biomasse liquide. Très bien, alors on va en reparler tout à l'heure, donc on va peut-être passer sur ce sujet. Donc rapidement, M. Fontaine, peut-être sur la deuxième partie, par rapport aux énergies renouvelables et à la STEP qui était évoquée, c'est là où vous vouliez réagir aussi?
Oui, je peux juste donner un élément de contexte, parce qu'on est quand même un peu hors sujet par rapport à oui, débat bien sur sûr, la centrale. C'est que en fait, tout ça fait l'objet, va être intégré dans le cadre de la révision de la programmation pluriannuelle de l'énergie qui est actuellement en cours. Et donc, si je ne me trompe pas, il devrait bientôt y avoir un positionnement de la collectivité et tout l'enchaînement, ensuite des procédures obligatoires de consultation. Et donc, on pourrait sans doute envisager la sortie de la PPE révisée, sans doute horizon fin d'année 2021 ou tout début 2022. Donc oui, c'est bien pris en compte. Voilà. Et on aura aussi des objectifs ENR revus en conformité avec les engagements que le Premier ministre avait pris à l'été 2019. Et aussi la MDE, enfin voilà, on aura tout le document complet, on n'aura pas que la centrale. Alors donc je donne tout de suite la parole à monsieur qui me l'avait demandé, s'il vous plaît, c'est à vous, allez-y, on a fait le petit geste au micro qui va bien. Si d'autres personnes souhaitent, et après on va passer à la deuxième temps et je reviendrai vers vous. Monsieur, je vous écoute, présentez-vous, merci. Merci Jean-Nicolas Antoniotti, je suis le président d'une association qui s'appelle Arialine, qui est aussi en bagarre contre les centrales au fioul depuis 2007. J'ai entendu parler, M. Maillard, de combustible propre. Alors là, on se retrouve dans une dialectique qu'on connaît depuis le début, sachant qu'on nous a vendu des centrales à fioul propre et à fioul spécial Corse. Ma question est simple. Compte tenu des tolérances de fonctionnement qu'ont les centrales quand elles marchent au fioul, à savoir que la nouvelle centrale de Luciane marche au fioul léger, mais qu'elle a des niveaux d'émissions en VLE, ça vous parlera, valeur limite d'émission, qui sont pratiquement comparables à celles du vase actuel, qui marche au fioul lourd. Donc c'est un droit pollué qui est assez élevé. Je me demande où est le gain, sachant qu'on n'a pas changé la technologie, puisqu'on est toujours en diesel, où est le gain au niveau sanitaire, sachant qu'on a les mêmes niveaux d'émissions, pratiquement, en pollution, et je parle là de particules PM10 qui sont mesurées sur les centrales, qui a une question vraiment sur le gain que je n'aurais pas posé, mais c'est votre intervention en disant qu'il y avait des combustibles propres qui m'amène à la poser, d'autant que il semble, il y a des choses qui avaient fuité, qu'on arriverait en Corse peut-être sur une solution mixte, à savoir que peut-être Luciane serait alimentée au gaz, mais pas Ajaccio. Donc si Ajaccio n'était pas alimenté au gaz, on serait au fioul. Et c'est une hypothèse que les Ajacciens ont refusé fortement. Vous savez qu'ici, on a mis un moteur à la mer, de la précédente centrale. Voilà, donc il faut savoir que la solution fuel qui pourrait se profiler va être refusée. Voilà. On entend, merci en tout cas pour votre intervention. Alors je sais qu'on va y revenir tout à l'heure, mais bon, peut-être quand même tout de suite une réaction par rapport, voilà, disons que est-ce qu'on peut peut-être avoir tout de suite des chiffres, même si on va y revenir, ou est-ce qu'on avance sur la présentation? De toute façon, est-ce que vous puissiez donner les chiffres? On revient à la discussion, mais bon, allez-y, réagissez peut-être. Et notamment, alors j'ai entendu VLE, donc il faut peut-être expliquer en deux mots. Moi, je peux Monsieur répondre, Dupuis, oui. Monsieur Antoniotti. Oui, les VLE, c'est les valeurs limites d'émission, donc c'est les valeurs maximum garanties que doivent respecter les producteurs. Ces valeurs limites sont généralement issues de réglementations, les dernières en date étant les valeurs limites de l'arrêté du 3 août 2018. Donc on est sur des textes qui sont très récents. Alors c'est pour ça que je pense qu'il faudra un échange un peu plus long pour bien comparer les choses, parce que aujourd'hui les valeurs limites d'émission au fioul domestique sont sensiblement plus faibles que les valeurs limites d'émission au fioul lourd de la centrale du VADS actuelle. Et c'est tout l'enjeu d'ailleurs de la construction de ces nouvelles centrales, que ce soit celle de Luciane ou celle du Ricante. Alors, encore une fois, là on parle du fioul domestique. Au gaz naturel, c'est encore mieux, évidemment. On est sur des niveaux qui sont encore plus faibles par rapport à la centrale actuelle du Vazio. Ça, effectivement, c'est un sujet qu'on va évoquer un peu plus tard dans la présentation. Alors, je propose qu'on va y revenir. On y revient. Oui, tout à fait. Non, mais c'est important quand même qu'il y ait une réaction, parce que c'est un sujet clé
Bon, je ne vois pas d'autres mains qui se lèvent. Vous allez avoir 2 autres moments pour intervenir. Donc, je vous propose tout de suite de passer à l'étape suivante. Donc, la présentation justement de la centrale plus en détail et de l'infrastructure gazière qui est envisagée. Donc, on a commencé à répondre. On va repréciser les choses. On va avancer assez rapidement parce qu'on a déjà dit des choses. Donc, voilà. Donc, par contre, j'ai un écran de retour qui ne fonctionne plus. Donc, je le signale à la régie. Voilà, c'est pour nos amis qui présentent, qui ne voient pas, qui sont un peu aveugles. Mais allez-y, vous connaissez vos présentations par cœur. Cédric Dupuis, c'est à vous, je crois, pour nous présenter la centrale, justement, le projet. Je vais me mettre de côté pour vous laisser voir à l'écran ici ce qui est projeté. Allez-y. D'accord, donc on entre un peu plus dans le détail. On va commencer par la localisation de la centrale. Donc le site du RICANT se trouve au cœur de la zone industrielle du Vazio, juste à côté de la centrale existante. Ce qui permet de récupérer certains des équipements annexes, notamment le stockage, ce qui permet également d'éviter de construire des nouvelles lignes électriques haute tension, ce qui permet aussi de récupérer tout le système d'approvisionnement de combustible liquide sans avoir à créer de nouvelles infrastructures. Donc c'est important de noter que la proximité de la centrale apporte un intérêt notable. On va passer au slide suivant. Voilà. Donc sur cette diapositive, on voit en bas, avec le petit cercle 1, ce site, le site du RICANT, qui aujourd'hui est un site qui était préalablement occupé par des industriels donc, qui ont déménagé. Le site a été mis à nu, et c'est ce site qui va accueillir toutes les nouvelles constructions. Donc l'essentiel de la centrale moteur. Mais, comme je le disais, on va récupérer une partie des installations de la centrale du Vazio actuel, notamment son stockage de combustible liquide. On va également implanter donc, sur la zone violette, numéro 2, où on voit les stockages apparaître. Également, c'est sur cette partie-là qu'on sera implantée la turbine à combustion. La turbine à combustion de 20 MW qu'on doit construire dans le cadre du projet. La zone jaune numéro 3 correspond donc à une zone qui a été réservée pour l'arrivée du gaz naturel, non pas le stockage, mais les équipements qui permettent d'alimenter la turbine à combustion et les moteurs. Et la zone numéro 4, le triangle rouge, qui apparaît, accueillera le poste d'évacuation d'électricité, donc l'interface entre les moyens de production et le réseau électrique haute tension existant. Merci. Donc sur cette belle photo, vous voyez l'actuelle centrale de Luciane, en Haute-Corse. Et la centrale que nous souhaitons construire au RICANT est finalement très proche en termes de fonctionnement de cette centrale, qui fait 110 MW avec 7 moteurs. Donc on voit au centre un bâtiment-usine. Alors évidemment, il est complètement fermé. C'est lui qui accueille les moyens de production, moteurs et alternateurs. Ce que vous voyez sur la droite. Donc il y a 7 moteurs de 16 MW qui sont installés. On veut faire la même chose donc, au RICANT. Les cheminées, des bâtiments annexes, du stockage. Donc une centrale finalement assez classique et relativement simple, on va dire, de conception, et en tout cas standard, puisque ça fait maintenant plusieurs centrales qu'on construit sur ce modèle. Donc celle de Luciane, on est en train d'en construire une en Guyane, c'est la centrale du Larivot. Donc des moteurs, comme on le disait, hein, dans la centrale du RICANT, et une turbine à combustion qui est plutôt un moteur d'avion qui sera installé sur le site du Vazio et qui fait partie du projet. Alors une particularité des moteurs qu'on va installer, c'est qu'ils sont multicombustibles, comme on l'a déjà évoqué. L'installation doit pouvoir fonctionner au gaz naturel. Donc c'est
combustible principal. C'est ce sur quoi on a lancé les appels d'offres, les études techniques. Les dossiers d'autorisation seront tous basés sur une centrale fonctionnant au gaz naturel, donc avec tous les équipements installés, gaz ready, avec 2 combustibles de secours, un qui est identifié dans la PPE de 2015, qui est le fuel domestique, et un autre, effectivement, comme l'expliquait M. Maillard, qui est la biomasse liquide, donc une alternative qu'on propose, une alternative au fuel domestique, donc en tant que combustible secondaire, hein, quelque part. Donc, les combustibles liquides, que ce soit le fuel domestique ou la biomasse liquide, réutiliseront les infrastructures existantes d'approvisionnement et de stockage de combustibles liquides qui aujourd'hui sont en service pour la centrale du Vadzio. Donc il n'y a pas de nouvelle infrastructure à proprement parler pour le combustible liquide de secours. Alors, en revanche, je vais passer la parole à M. Fontaine, qui va développer l'infrastructure gazière, qui a commencé déjà à le faire il y a quelques minutes. Mais bon. Quelques précisions supplémentaires. Donc voilà, plusieurs slides, comme on dit, diapositives, pour un peu bien expliquer où on en est dans cette procédure. Ok, bah écoutez, donc je vais reprendre un peu ce que je vous ai dit déjà en élément de réponse tout à l'heure à la question, avec la programmation pluriannuelle de l'énergie, la PPE, qui a été adoptée fin 2015 et qui prévoit une infrastructure gazière pour alimenter en gaz naturel les centrales électriques. Bien évidemment, la Corse ne dispose pas de production de gaz naturel, donc il faut importer le gaz. Et là, on a 2 grandes familles, 2 grandes stratégies d'importation possibles, soit un gazoduc sous-marin, et qui, vu le prix et puis la nature de l'installation, nécessite d'être optimisé en termes de distance, et donc ce serait sans doute un gazoduc qui serait relié vers l'Italie, pour limiter cette distance à peu près une centaine de kilomètres, soit, je dirais, une autre famille de solutions, qui sont des navires méthaniers qui vont transporter du gaz naturel liquéfié et qui vont nécessiter un terminal méthanier pour accueillir les bateaux, pour décharger, pour stocker et regazéifier, et ensuite mettre dans un gazoduc qui va aller alimenter les centrales électriques. Donc voilà, le GNL, peut-être pour expliquer si des gens ne savent peut-être pas exactement ce que c'est. En fait, on refroidit du gaz naturel à moins 160, il devient liquide, et en étant liquide, il occupe 600 fois moins de place qu'en gaz. Et donc, ce qui explique pourquoi on est capable de le transporter sur des bateaux. Alors, quelle infrastructure, une fois qu'on a fait l'importation, donc soit gazoduc, soit des navires méthaniers, il faut une infrastructure pour gérer ces bateaux. Donc les bateaux, vous pouvez avoir un terminal, je dirais, méthanier terrestre. Donc ça, c'est une solution assez classique. Ça nécessite, je dirais, une emprise foncière le long du rivage. On construit une jetée et puis on y installe des infrastructures de stockage et de regazéification en réchauffant juste le gaz. Et ça permet de le mettre ensuite dans le gazoduc. Donc ça, c'est une formule assez classique. Ça présente comme inconvénient de nécessiter une emprise foncière sur le rivage et puis aussi d'avoir des bonnes conditions de navigation. Ensuite, une deuxième famille de solutions, ce sont les terminaux flottants de stockage et de regazéification qu'on appelle FSRU en anglais, c'est Floating Storage Regasification Unit, en bon français. Ça, en fait, c'est toutes les fonctionnalités du terminal méthanier terrestre, mais que vous déportez en mer, et vous mettez un tuyau ensuite pour envoyer le gaz sur le sol dans les gazoducs. C'est une solution qui peut soit nécessiter une barge construite spécifiquement, qui va permettre d'accoster les bateaux, les méthaniers. On va les décharger, stocker et regazéifier de la même manière. Soit on peut utiliser un ancien navire méthanier. Ça permet donc d'avoir une infrastructure qui soit un peu plus distante du rivage. Par contre, il faut quand même des fonds marins qui ne soient pas trop profonds. C'est de faible à moyenne profondeur, parce que sinon, après, ça pose vraiment des difficultés pour ancrer l'installation. Ensuite, il y a une troisième famille de solutions, c'est les terminaux flottants avec un stockage terrestre. Donc là, en fait, c'est le compromis entre les 2 premières solutions, où là, vous avez un terminal flottant en pleine mer sur lequel vont venir s'accoster les navires méthaniers. Et puis, vous allez avoir un tuyau cryogénique, donc qui va transporter le gaz liquéfié froid vers le rivage, où on aura installé des installations de stockage et de regazéification.
Donc là, c'est possible quand on a des installations, quand on a du foncier près du rivage et qu'on a des mauvaises conditions de mer. En général, c'est comme ça qu'on arbitre pour ce genre de solution. Et puis, dernière solution, c'est le terminal posé sur le fond marin. Donc là, le terminal méthanier prend la forme d'un caisson qui est fixé au sol et le long desquels les navires vont venir accoster et puis décharger et avoir le même fonctionnement en termes de stockage et de regazéification. L'avantage de cette solution, c'est que c'est ancré au sol et donc il y a peu de hauteur visible. Voilà. Et par contre, il faut absolument qu'on ait des fonds qui ne soient pas très profonds parce qu'on ne peut pas construire à ce moment-là des grands dispositifs en hauteur. Donc une fois qu'on a toutes ces familles, eh bien, il faut bien voir que le transport du gaz ensuite se fait par le biais d'un gazoduc entre ces installations de regazéification et puis les centrales électriques. Alors, le cadre juridique et le cadre de régulation dans lequel on est, donc je l'ai dit déjà tout à l'heure, mais le Code de l'énergie prévoit pour ce genre d'installation une séparation des activités d'exploitation d'infrastructures et de fourniture du gaz. Donc ça, c'est le cas général qui s'applique à toutes les installations. C'est issu, ça figure dans le Code de l'énergie, qui est aussi une transposition de directive européenne, c'est-à-dire que c'est le cadre européen qui s'applique pleinement dans ce cas. Pour faciliter le développement d'offres, la Commission de régulation de l'énergie a proposé une délibération en début 2020 pour fixer le principe d'un tarif d'utilisation qui sera payé par les utilisateurs de l'infrastructure. Donc les utilisateurs, ce seront les fournisseurs de gaz qui seront sélectionnés par EDF pour alimenter ces centrales. Le tarif sera fixé par la Commission de régulation de l'énergie. Il va couvrir l'ensemble des coûts, sous réserve que ce soit des coûts qui correspondent à un opérateur efficace, qui est le terme assez classiquement utilisé pour définir ce genre de régulation. Alors, malgré tous ces efforts, la PPE qui indiquait le fait qu'on voulait une infrastructure pour alimenter les centrales, la régulation économique de la CRE, il n'y a pas eu d'offres, entre guillemets, spontanées qui ont été proposées soit à la Commission de régulation de l'énergie, soit même au ministère. Et donc, le ministère de la transition écologique a lancé une procédure spécifique pour sélectionner un opérateur pour ces infrastructures d'alimentation en gaz. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, déjà en réponse à une question, il y a une spécificité, ce n'est pas un appel d'offres classique de l'État. L'État ne fait que sélectionner un opérateur qui, lui, sera le maître d'ouvrage de l'infrastructure gazière. C'est lui qui va la construire, c'est lui qui va la posséder, c'est lui qui va l'exploiter. Donc ensuite, eh bien, écoutez, je répète juste ce que je vous ai dit déjà tout à l'heure. La procédure a été lancée en février et a été clôturée au 31 octobre de l'année dernière. On a une analyse des offres qui repose en fait sur le cahier des charges, sur à la fois une valorisation, une estimation du coût complet de l'installation, qui compte à peu près à 60%, et puis la valeur technique des offres, 40%. Et là, on intègre différents critères comme le délai de réalisation de l'infrastructure, la qualité technique de l'offre, ensuite l'impact environnemental avec la prise en compte de l'impact visuel, paysager, la protection des zones protégées, la protection de la faune, la protection de la flore, et puis aussi un point qui nous tient à cœur qui sont les mesures d'insertion professionnelle pour les publics en difficulté qu'on essaie de valoriser par le biais de cet appel d'offres. Et donc aujourd'hui, le constat qu'on peut dresser, c'est que les offres sont toujours en cours d'analyse. Il y a eu des échanges complémentaires qui ont eu lieu avec les pétitionnaires. On est face à un dossier d'une grande complexité. Et aujourd'hui, on est un petit peu, si vous voulez, dans l'attente d'études complémentaires pour pouvoir savoir l'option à retenir. Voilà. Très bien, donc c'était un sujet qui a fait l'objet d'une première question. Alors je n'oublie pas la question de monsieur sur les rejets atmosphériques, ça fera l'objet de la troisième partie. Donc voilà, mais vraiment je ne l'oublie pas parce que c'est quand même, on s'en doute, très important. Sur ces sujets-là, sur l'implantation de la centrale, sur sa configuration et en même temps sur les enjeux d'infrastructure, est-ce que dans le public, quelqu'un veut réagir? Est-ce qu'on a une demande particulière de réaction? A priori non, donc ça a été... Oui, monsieur là-bas, très bien, merci beaucoup, je vous en prie.
Après, peut-être qu'on aura une question sur Internet mais c'est vrai que ce qu'on entend sur Internet rejoint quand même ce que l'on peut se dire ici. Il y a déjà beaucoup. Donc, monsieur, présentez-vous. Oui, bonjour, messieurs. Simplement, je suis Pierre Salinesi, je suis retraité et simplement riverain à proximité du site de cette centrale. On est juste à côté, c'est très bien. Voilà. Donc, en fait, la première question, c'est que on entend dire, parce que là, je ne connais pas trop ce sujet, mais on entend dire que le gaz aura une difficulté à s'installer sur Ajaccio, pour une raison, parce que déjà, il y a un gros problème de foncier pour pouvoir faire venir une canalisation. Alors, ma question était, aujourd'hui, il y a du gaz qui a été mis en place sur Ajaccio au travers d'un nouveau stockage qui est relativement très sécurisé, à base de butane, mais plus tard de propane. N'est-il pas possible d'utiliser ce combustible dans cette centrale car, en fait, c'est une question peut-être qu'il faudrait poser dans la troisième partie, mais je voyais dans le document que vous avez transmis qu'on a déjà des éléments sur les VME, puisqu'on voit qu'en fonction du combustible, on aura soit des valeurs qui sont de 93 ou 96% plus faibles que celles de la centrale du Vaz, où on aura même des valeurs, si c'était du stockage liquide de type fuel léger, on aurait de l'ordre de 70%. Alors, ces valeurs sont des valeurs qui sont données en pourcentage. Est-ce que vous avez des éléments qui sont concrets pour avoir pu descendre ces valeurs à 96 et 70% et ces éléments qui sont sur les VLE ou les VME, je ne sais plus exactement, j'aimerais bien avoir quelques précisions à ce sujet et notamment sur le problème de savoir si le gaz aura quand même une chance de venir sur Ajaccio, si c'est un gaz tel que vous l'avez précisé tout à l'heure, sur du gaz naturel. Merci. Merci beaucoup pour votre question. Alors, peut-être je vais me retourner. Il y avait deux parties. Il y avait la partie un peu technique sur, disons, l'installation du gaz, l'arrivée du gaz à Ajaccio. Donc, M. Alain Franqui, tout à l'heure, l'avait évoqué également. Est-ce que vous avez des précisions à nous donner? M. Fontaine a, disons, montré l'ensemble des possibilités techniques, d'après ce qu'on a compris, qui s'offrait à nous. Y a-t-il des particularités sur Ajaccio par rapport à Bastia qui font réfléchir? Voilà, enfin, ça fait deux fois qu'on évoque la difficulté de l'arrivée du gaz à Ajaccio. Est-ce que vous avez une précision? Et ensuite, alors sur les VLE, on a donc les valeurs limites d'émission, si je crois bien, voilà, c'est ça. On y reviendra peut-être, on pourra répondre tout de suite, mais on y reviendra dans la troisième partie, donc pour ne pas alourdir. Voilà, et on a des questions aussi par Internet, donc voilà. Monsieur Fontaine, peut-être sur le gaz à Ajaccio, est-ce que voilà, des particularités ou est-ce que la panoplie qui s'offre reste ouverte aussi bien à Ajaccio qu'à Bastia? La panoplie par construction est ouverte à Ajaccio et à Bastia. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que juste, il y a des offres qui ont été remises dans le cadre d'un appel d'offres. Il est toujours en cours d'instruction et donc on ne peut pas se positionner on ne peut pas vous donner d'éléments plus précis sur telle ou telle solution, telle ou telle option. Dans la mesure où c'est toujours en cours d'examen. Donc je ne peux pas vous répondre là-dessus. C'est précisé, en effet, et l'important, c'est quand même qu'il y ait cet échange. Là, on peut pas le but n'est pas de vous donner des mauvaises informations, le but de vous dire à la réalité où on en est naturellement. J'oublie pas, alors toujours, la question des rejets atmosphériques que monsieur a évoqué, on en parle dans la troisième partie. On a une intervention d'une association, ça peut être des riverains, des associations, en tout cas d'une association sur la plateforme Zoom, donc peut-être je me tourne vers Zoom, ce qui est idiot, c'est là, mais c'est à vous que je parle. Donc je crois que c'est une personne de l'association Le Garde, très importante association également en Corse, qui a une question à poser à nos intervenants. Donc si on peut bien... Oui, bonjour. Bonjour. J'espère que vous m'entendez. Bonsoir. Bonsoir à tous. Moi, j'ai une question qui me taraude un petit peu. Je voudrais savoir, c'est vrai que la construction de la centrale a pris beaucoup de retard. On l'estime maintenant à 2026. Est-ce que vraiment le retard de cette construction est-il en corrélation avec l'arrivée de Sacoï 3 ?
L'arrivée du, pardon, j'ai mal entendu. De Sacoy 3. Ah, du Sacoy 3, oui, oui. D'accord. Voilà. Très bien. Allez-y, continuez. Je voudrais savoir une autre chose aussi. Est-ce que les barrages vont continuer, les barrages hydrauliques vont continuer à être exploités par EDF? Alors, c'est deux questions très générique. Enfin, celle, en tout cas, les barrages qu'on continue à exploiter par EDF, c'est une question nationale que l'on peut se poser. Sur la question qui est liée au décalage, en tout cas à l'arrivée du gaz à l'horizon 2026, considéré par Madame comme un décalage, c'est vrai que ça avait été déjà annoncé précédemment, la liaison avec le Sacoy 3. Alors, Sacoy 3, vous allez nous expliquer, si je crois bien que c'est la nouvelle interconnexion électrique avec l'Italie. Donc peut-être, Monsieur Maury, Sacoy 3 en 2 secondes, qu'est-ce que c'est? Oui, donc aujourd'hui on a deux interconnexions, Sarco et Sacoy. Donc là on parle de Sacoy qui est la liaison à courant continu que l'on a avec l'Italie et la Sardaigne. Et donc Sacoy 3, c'est le renouvellement de cette ligne avec une nouvelle station de conversion. Et alors, le retard, est-ce qu'on peut faire une corrélation entre l'arrivée de Sacoy 3, le retard de la centrale? Je ne sais pas si c'est... Alors là-dessus, moi, je ne me prononcerai pas. C'est pas lié spécialement, peut-être. Mais du point de vue du gestionnaire du réseau, il n'y a pas de lien. D'accord. Donc, oui, Monsieur Maillard. Monsieur Maillard, oui. Effectivement, il n'y a pas de lien entre le retard de l'échéance de 2026 pour la nouvelle centrale mise en service complètement et le projet Sacoy 3. Notre objectif, c'est bien de mettre en service la nouvelle centrale du Ricant au plus tôt. Donc, comme on l'a présenté précédemment, le besoin ayant été revu, on repart sur un projet qui est différent du projet initial. Donc, quelque part, on repart un peu en arrière. Néanmoins, on ne repart pas de zéro, puisqu'on avait effectivement acquis le terrain pour construire le cycle combiné. Donc, c'est ce même terrain qui va être utilisé pour construire la nouvelle centrale moteur. On va aussi pouvoir bénéficier d'une partie des études qui avaient été réalisées pour la précédente centrale. Donc, on ne repart pas complètement de zéro, ce qui permet, on va dire, d'accélérer quelque part le calendrier par rapport au projet par rapport à la durée du premier projet de cycle combiné. Bon, voilà, néanmoins, comme on repart, on va dire, en 2020 avec un nouveau projet, effectivement, on se retrouve pour une mise en service partielle en 2025 et totale en 2026. Mais il n'y a pas de lien avec le calendrier de Sacoy 3. Très bien, donc je n'oublie pas la deuxième question de Madame, qui profite de la présence du président d'EDF Production pour savoir si les barrages vont rester chez EDF. Je le dis avec plaisanterie, je ne sais pas si vous en êtes... Je vais laisser la parole à mon collègue, parce que les barrages hydrauliques ne sont pas exploités par EDF PUI, mais par SEI. Ah, d'accord, c'est par SEI, d'accord. Donc, Monsieur Maury, pour l'exploitation des barrages par EDF... Oui, je crois qu'on sort un peu du sujet aujourd'hui, mais en tout cas, aujourd'hui, ils sont exploités par EDF. Après, vous avez sûrement tous entendu parler du projet Hercule qui aujourd'hui suit son cours. Et du coup, on va attendre de voir ce qu'il en sort là-dessus. D'accord, donc on est, comme tout le monde, on attend l'avancée de cette réforme, on va dire. Si je n'ai pas d'autres... parole. Je vais passer au troisième sujet, qui est un sujet qui vous intéresse justement sur les effets de la centrale, où on va parler à la fois des effets sur son environnement de proximité, donc sur on peut dire l'environnement humain, sur l'environnement plus naturel et sur son environnement socio-économique. Voilà, donc ça, je repasse la parole à Cédric Dupuis, qui va nous présenter quelques éléments là-dessus et on reviendra à vos questions. Oui, merci. On peut passer au slide suivant. Voilà. Donc on a déjà parlé d'un certain nombre de sujets. Le site se trouve dans la zone industrielle du Vadio, donc le site accueillait précédemment des installations industrielles. Il permet, la proximité de la centrale électrique permet de récupérer un certain nombre d'installations existantes, donc ça évite la construction de nouvelles infrastructures supplémentaires. Et le
le fait qu'il soit dans un environnement relativement urbanisé donc nécessite d'étudier de manière relativement détaillée en amont son intégration dans cet environnement. Ce travail n'a pas réellement démarré. Il démarrera quand on aura sélectionné la maîtrise d'œuvre et l'architecte pour construire cette centrale. On vous montrera néanmoins un peu plus tard, dans quelques slides, un photomontage qui permet de situer les grandes dimensions de la centrale dans son environnement. On va passer au slide suivant, voilà, qui est au cœur des deux questions qui ont été posées tout à l'heure et sur lesquelles on pourrait revenir. Alors, on ne voit pas probablement très bien ce que dit c'est ce schéma simplifié. On a sur nos installations thermiques un fonctionnement donc des moyens de production avec du combustible qui est brûlé et donc qui émet des émissions gazeuses. Ces émissions gazeuses sont réglementées. Elles sont réglementées de manière très stricte, comme on le disait, sur la base d'arrêtés ministériels qui fixent les valeurs limites d'émissions pour les industriels. Donc on a des grandes catégories d'émissions. Donc on en a noté 3, celles qui sont raccordées là, et avec les acronymes de SO2, donc c'est tout ce qui est soufre, NOx, c'est les oxydes d'azote, et PM10, donc c'est les particules fines, les poussières. Voilà, une autre catégorie, le CO2, dont on parlera peut-être tout à l'heure. Mais voilà les 3 émissions les plus réglementées pour lesquelles on a une mesure en continu. On a derrière des mesures qui sont réalisées par des organismes indépendants qui viennent faire des mesures régulières sur les sites pour vérifier que ce qu'on mesure, nous, en continu est conforme à la réalité. Et donc, ces valeurs limite d'émission très réglementée. Aujourd'hui, ce qu'on écrit, donc au gaz naturel, avec un combustible gaz naturel, donc pastille bleue, on voit que les oxydes de soufre, le SO2, seraient diminués de 98%, hein, c'est divisé par 50, c'est ça que ça veut dire. Les oxydes d'azote divisés par 10, hein, diminués de 88%, donc divisé par 10. Et les poussières réduites de 73%, donc une division par 4. Là, on parle de la réduction entre les valeurs limites garanties actuellement par l'exploitant de la centrale du Vazzio et les valeurs limites garanties par le futur exploitant, c'est-à-dire EDF-PEI, de la nouvelle centrale du Ricante. Les chiffres que je vous ai donnés dans la pastille bleue, donc, c'est avec un combustible gaz naturel. Et on a mis, avec les 2 autres pastilles, orange et verte, les chiffres pour le fonctionnement avec un fuel envisageable comme combustible secondaire, le fuel domestique ou la biomasse liquide. Alors, la spécificité de la biomasse liquide, c'est qu'il n'y a pas de soufre, hein, donc on n'a plus de SO2 du tout dans les émissions. Bon, vous allez me dire, par rapport à 98% de gaz, ça ne change pas grand-chose. Les oxydes d'azote seront également réduits de manière très sensible hein, par rapport à la centrale actuelle, même si le fonctionnement au gaz naturel permet de les réduire encore plus. Et les VLE pour les particules fines sont les mêmes, quels que soient les combustibles. Donc, voilà ce qu'on indique. Ça, c'est des valeurs, Monsieur Antoniotti, qui sont les valeurs réglementaires. Donc, on part d'un côté de l'arrêté préfectoral qui autorise l'exploitation de la centrale du Vaz, avec un certain nombre d'émissions et de VLE par émission, et la réglementation, donc l'arrêté du 3 août 2018 dont on parlait tout à l'heure, qui fixe les valeurs limites d'émissions pour les nouvelles constructions, donc voilà, qu'on devra garantir de la même manière. Alors sur la gauche, on a un autre type d'émission, donc le CO2, qui est un gaz à effet de serre, hein, comme vous le savez probablement tous. Donc là aussi, l'utilisation de moteurs
plus performants que ceux d'il y a 40 ans, évidemment, avec un meilleur rendement. Donc ça permet, pour 1 kWh produit, d'utiliser moins de combustible, donc évidemment moins d'émissions. Donc au départ, on a une plus faible, une réduction forte naturelle, on va dire, du fait de l'utilisation d'un moteur plus performant. Et on a des combustibles qui sont également plus performants, du moins de ce point de vue-là, qui émettent moins de CO2, notamment au gaz naturel, où on a une réduction de plus d'un tiers donc des gaz à effet de serre qui seront émis par cette centrale. Bon, là aussi, on voit, si on utilise des combustibles secondaires, au fioul domestique, le gain est nettement plus faible. La biomasse liquide, c'est évidemment le gros intérêt de ce type de combustible, c'est que le gain en termes de gaz à effet de serre est beaucoup plus notable. Alors, on pourra y revenir un peu plus tard. Et puis merci d'avoir pris le temps de bien expliquer, parce que c'est quand même 2 sujets qui avaient été évoqués, mais on pourra poursuivre après. Peut-être voir justement maintenant les autres sujets qui concernent aussi le voisinage. Il n'y a pas que les rejets atmosphériques qui sont importants. Rappelez peut-être que samedi, on a un focus justement sur le samedi après-midi sur les effets environnementaux, et donc on sera certainement amené à y revenir de manière plus détaillée, et notamment l'impact de ces émissions sur l'environnement. Parce que la question de monsieur, qui est riverain, voulait savoir quels sont les impacts qu'il y aura également chez lui, parce que là on parle des émissions qui sortent de la cheminée, mais après il y a la dispersion de ces gaz. Quel est l'impact? Donc là aussi il y a des études qui sont en cours et dont on a certains éléments qu'on pourra partager. Bon, là évidemment on n'a pas le temps de rentrer dans ce niveau de détail. Merci. Slide suivant. Donc deux sujets importants également d'un point de vue environnemental. Les émissions sonores. Les émissions sonores de la centrale sont également très réglementées. Bon, on a une grande habitude, et d'ailleurs, je crois que la centrale du VAS aujourd'hui ne pose pas de problème particulier en termes d'émission du bruit. Ah, je vois quelqu'un dodeliner de la tête, donc c'est pas peut-être pas tout à fait la même information que j'ai eue. En tout cas, on fait tout pour réduire au strict minimum les émissions sonores en casematant totalement les moteurs, en utilisant des équipements à vitesse réduite, donc à très faible émission sonore, notamment pour les ventilateurs qui permettent de réfrigérer les moteurs. On est donc sur des niveaux sonores très faibles et de toute manière, encore une fois, très réglementés. Un point très positif de ces nouvelles installations, c'est qu'aujourd'hui, les moteurs sont installés sur des plots à ressort, des systèmes élastiques, donc qui permettent d'absorber totalement les vibrations vers l'extérieur de la centrale. Donc là, à la différence de ce qu'on pouvait avoir avec des anciens équipements, on n'a aucune vibration qui sort de la centrale, et ça c'est une avancée très notable. On va passer au slide suivant. Donc ce slide montre l'installation actuelle du VAS et le site mis à nu du RICANT. Si on passe donc au slide suivant, qui est peut-être pas extrêmement visible. Je vous le montre ici pour ceux qui sont dans la salle. Donc vous repérez très bien le site, voilà, et là le montage qui a été fait, Cédric, vous pouvez poursuivre. Voilà, et vous l'avez dans le document, dans le dossier, de manière plus lisible, et sur le site internet, là vous pourrez le voir en très grand, évidemment. Donc, comme on le disait tout à l'heure, ce photomontage n'est pas aujourd'hui un travail finalisé dans le détail, architecturé. Ça permet d'avoir une idée des dimensions, des cheminées, des ouvrages principaux, du bâtiment-usine, et ça permet de situer les grandes dimensions de la nouvelle centrale, notamment par rapport à l'ancienne centrale, l'actuelle centrale du VAS. Ensuite, on va passer à l'aspect plus environnement naturel, parce que c'est quand même un sujet important à traiter.
Alors pour ceux qui avaient suivi le premier projet de CCG, la technologie de CCG, donc le cycle combiné gaz, nécessitait une réfrigération importante et donc une prise d'eau de mer pour refroidir la centrale. Avec une prise d'eau et un rejet en mer. Bon. Cette prise d'eau et ce rejet en mer n'existent plus dans le nouveau projet. On est sur des installations réfrigération fermée, un petit peu comme il y a dans votre voiture, avec un ventilateur, un radiateur et un circuit d'eau fermé, donc avec une très faible consommation d'eau et aucune construction souterraine comme on avait pu l'imaginer avec des rejets en mer prévus initialement. Donc ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, l'emprise et l'impact, les enjeux environnementaux liés à la biodiversité se limitent donc au terrain de quelques hectares sur lequel on va construire la nouvelle centrale. Ces terrains étaient préalablement industrialisés, donc les enjeux environnementaux de ce point de vue-là, aujourd'hui, sont relativement faibles. On est en train de recenser les espèces, on n'en trouve pas beaucoup. Il y a un recensement qui dure sur l'ensemble des 4 saisons, donc qui se poursuit sur les espèces terrestres, les espèces aquatiques. Ce travail est en cours, mais on ne pense pas avoir de difficultés particulières sur cet aspect-là du dossier. Un autre sujet qui est évidemment un point important, c'est tous les enjeux liés à l'eau. Donc une première question qui revient assez souvent, puisqu'on a pu voir dans cette zone industrielle du Vasio souvent des flaques d'eau, voire des mares se constituer lors de fortes pluies. Alors, premièrement, le site du Ricante est en dehors des zones inondables de la Gravonne. Ah. Monsieur... On va venir à votre question, monsieur Dodonilé. C'est promis. Donc, on est en tout cas... Il y a une étude qui a été réalisée, un plan de prévention risque inondation qui a été réalisé, donc qui indique que ce site est en dehors, en tout cas, des risques d'inondation liés au débordement de la Gravonne. Ce qui peut arriver, c'est en cas de forte pluie, qui est évidemment un afflux d'eau très important qui arrive et avec un écoulement plus faible, et donc pendant un certain temps, un afflux d'eau important. Et donc là aussi, des études sont réalisées pour déterminer la hauteur de la plateforme pour rester au sec, et ça sur la base d'un historique de pluie centenale qui a été mis à jour récemment, parce qu'il y a eu des épisodes très importants en 2019 et en 2020. Donc on reprend ces études qui ont été réalisées, qui vont définir le niveau de la plateforme pour rester au sec, mais c'est évidemment le but d'arriver à une hauteur de plateforme qui nous assure que la pluie, en tout cas, ne viendra pas créer des zones d'inondation sur la centrale. Donc les enjeux autour de l'eau, une consommation d'eau extrêmement réduite, divisée par 10 par rapport à la centrale actuelle, liée au système de réfrigération qui est circuit fermé et qui évite de consommer de l'eau. Et puis, on l'a dit aussi, aucun rejet en mer direct, ce qui est évidemment une avancée notable par rapport à des projets précédents. Très bien, pour finir, on va voir quand même les enjeux socio-économiques d'une activité industrielle pérennisée dans le secteur. Oui, c'est évidemment un sujet important. La centrale emploiera entre les emplois directs, les agents EDF et des sous-traitants qui viennent régulièrement, une centaine de personnes. Donc ça permet de maintenir, pérenniser une centaine d'emplois industriels dans la zone d'Ajaccio. C'est important, et ça pour plusieurs dizaines d'années, pendant la phase d'exploitation, pendant la phase de chantier. Une activité qui va occuper entre 250 et 500 personnes pendant 3 ans. Là aussi, c'est
une bouffée d'oxygène, on va dire, en ces périodes difficiles, et des retombées économiques importantes. On peut passer au slide suivant. Sur les entreprises corses, donc on estime à plus de 80 millions d'euros les retombées sur les entreprises corses spécialisées dans le génie civil, dans la mécanique, dans la chaudronnerie, dans l'électricité. Et puis des retombées indirectes pendant la phase de chantier et puis ensuite des impôts, des taxes, des retombées indirectes pour des entreprises de restauration, d'hôtellerie qui vont accueillir voilà, c'est tous ces ouvriers sur le site. Très bien, merci. Donc nous sommes à la dernière phase de questions. Je pense que certaines personnes, voilà, monsieur, vous vouliez réagir, et monsieur après, très bien, bien entendu. Donc monsieur, allez-y, pareil, présentez-vous. Et on vous écoute. Oui, bonjour, je suis Pierre Rougeneau, je suis très proche riverain et je suis de très près le problème lié à l'assainissement du quartier du Vadj. Donc vous aviez évoqué tout à l'heure le problème d'inondation. C'est pas la Gravone qui nous pose un problème, c'est l'écoulement des 2 salives qui proviennent du mont Sant'Angelo. Et j'ose espérer qu'avant que vous réalisiez la centrale, les travaux tout du moins, que la mairie aura la possibilité de terminer les travaux dont le projet est encore en cours d'instruction, pour assainir ce quartier, c'est-à-dire reprendre tout le bassin versant du Vadj, toutes les infrastructures entre le quartier du Vadj et le Récante. Alors j'ai noté tout à l'heure que M. Fontaine, si je ne m'abuse, a parlé de facilitation de démarches administratives. Or, nous, effectivement, sur les derniers contacts que j'ai avec les services techniques de la mairie, il se trouve que la DDTM, je dirais, chipote, voire même coupe les cheveux en 8 sur certains points de détail insignifiants qui ralentissent malheureusement l'instruction du dossier et donc l'obtention de ce que vous avez évoqué tout à l'heure, à savoir l'autorisation environnementale. J'ose espérer que par rapport à la construction de cette centrale, pour éviter qu'elle ait les pieds dans l'eau, je dirais l'État aussi intervienne comme il pourra probablement le faire sur votre projet. Ensuite, brièvement, sur l'impact sonore que vous avez évoqué tout à l'heure, effectivement, j'ose espérer aussi que l'impact sonore des nouvelles installations, et en particulier la turbine à combustion, seront moindres que ce qu'elles sont actuellement, parce que je peux vous garantir que l'été et la nuit, je veux dire que dans le lotissement où je réside, le fonctionnement de la centrale, on l'entend, et on l'entend même très bien parce qu'il y a un effet de résonance qui se produit. Voilà. Merci. Très bien, merci beaucoup. C'est très important que les personnes qui vivent à côté de cette centrale puissent s'exprimer. Donc 2 sujets. Le sujet lié alors, à l'inondation et disons plus globalement, alors on a bien entendu que ça concerne également les gestionnaires des réseaux dans le secteur, et la question un peu de l'impact sonore qui est plus une demande en fait par rapport à la centrale actuelle. Sur le premier point, est-ce que vous avez des précisions? Est-ce que, voilà, si vous avez des précisions à apporter, la prise en compte, disons, de cet enjeu particulier, quoi. Effectivement, il y a un très grand enjeu. Et d'ailleurs, dans Corse Matin aujourd'hui, je crois qu'il y a une double page très intéressante et très éclairante sur ce sujet qu'on a noté. Et M. Fontaine parlait de facilitation des services de l'État dans le cadre des démarches qu'on a actuellement, alors qu'on n'a même pas encore déposé le dossier de demande d'autorisation. Et évidemment, c'est un sujet qui est sur la table, puisque les salives s'écoulent difficilement, on va dire, aujourd'hui. Donc c'est un sujet qui est remonté au niveau des services de l'État. Il y a des discussions en cours avec les services de la CAPA, avec les services de la municipalité d'Ajaccio également. Le projet de centrale électrique va, je dis ça humblement, probablement un petit peu accélérer les choses. En tout cas, on l'espère, puisque c'est un préalable, on va dire, à l'instruction de notre dossier. Il faut effectivement qu'on retrouve un écoulement normal de ces cours d'eau. Donc, c'est en cours et on nous a plutôt rassurés sur ce sujet avec des travaux qui devraient être réalisés dans les mois qui viennent. Sur l'impact sonore, donc vous aviez donné tout à l'heure un peu la réglementation. En tout cas, c'est un sujet, et ça méritera peut-être d'aller à un moment donné sur place aussi. Hein. Le projet, il ne fait que commencer. Et il y a quelques années encore de travail avec les riverains, mais allez-y. Oui, on a dit donc bon,
les dispositifs qu'on met en place habituellement, hein, qu'on a mis en place à Luciane, d'ailleurs. D'ailleurs, pour certains riverains, qui le souhaitent, hein, on pourrait envisager une visite, hein, de la centrale de Luciane, hein, qui est encore une fois assez proche de ce qu'on souhaite construire. Donc ça permettra de constater un petit peu les dimensions et ces questions de bruit, de couleur des fumées également. Enfin, ça permettra de constater les choses de visu, et c'est certainement beaucoup plus parlant que de voir des photos ou des documents d'études. On est sur des sujets qui sont très techniques et donc qui nécessitent une réponse technique, hein. Donc, comme on le disait, les bâtiments aujourd'hui sont complètement insonorisés, permettent avec des portes, on appelle ça double pot, avec des bardages et des baffles insonorisants entre ces deux bardages, d'insonoriser totalement, c'est jamais totalement insonorisé, mais de réduire de manière extrêmement drastique les émissions sonores à l'extérieur du bâtiment une fois que les portes sont fermées. On parlait des ventilateurs qui sont une autre source de bruit. Là aussi, on utilise des ventilateurs à très bas bruit, des pales longues et donc qui tournent plus lentement et donc qui font moins de bruit. Les bâtiments seront installés de telle façon à ce que les sources résiduelles de bruit soient plutôt tournées vers la mer plutôt que vers les zones d'habitation. Enfin, on a un bâtiment écran, en fait, justement, qui permettra d'arrêter des émissions sonores résiduelles qu'il pourrait y avoir donc, entre la centrale et les zones d'habitation qui sont effectivement très proches du site du RICANT actuel. Très bien, merci. Oui, M. Maillard, vous vouliez préciser. Ouais, donc juste, pour reprendre ce que disait M. Dupuis, je voulais insister là-dessus, c'est qu'effectivement, s'il y a des personnes qui sont intéressées pour visiter la centrale de Luciane, hein, les gens qui sont présents dans la salle ou qui sont connectés sur Internet, on est effectivement tout à fait prêt à organiser ces visites parce que finalement, je pense que c'est le meilleur moyen de se rendre compte exactement de ce dont on parle. Voilà. Très concrètement, vous savez, dans le dispositif, il y a un numéro de téléphone avec une permanence qui sera assurée par EDF PEI, donc de mercredi, jeudi, vendredi matin. Et puis vous avez aussi un mail direct, hein, donc n'hésitez pas, ceux qui auraient des précisions complémentaires. Alors, je crois qu'une autre personne m'avait demandé la parole dans la salle. Oui, monsieur, allez-y. Oui, revenez s'il vous plaît au micro pour compléter votre intervention. Et après, nous avons des interventions sur Zoom, donc on se retournera un petit peu vers Internet. Attention à la marche, on vous dit, voilà. C'est avec la lumière, on ne la voit pas. Monsieur, bien, merci de me donner la parole. Je ne sais pas si on peut revenir au slide qui parlait de la réduction des pollutions. Je n'ai pas bien vu le chiffre. Mais on peut revenir. Allez-y, continuez. Je vais demander à la régie qu'on revienne au slide où il y a les chiffres. Voilà, il me semble que c'était de l'ordre de 30%. C'est ça? Alors, c'est lequel que vous voulez? Les PM10. Les PM10, c'est moins 73%. Alors? Moins 73% pour chacun des combustibles, c'est ce qui a écrit par rapport à l'émission du VAD. Alors, je pense qu'il faut en reparler. Voilà, tout simplement parce que l'arrêté préfectoral dont parlait M. Dupuis de 2018, je l'ai mené. Très bien. Cet arrêté préfectoral, on en a parlé avant, on s'était dit qu'on rediscuterait de la pollution. Cet arrêté préfectoral, il intègre une valeur, une VLE, valeur limite d'émission, en poussière de 30 mg par mètre cube d'air expulsé. Alors une centrale, des mètres cubes d'air expulsés, c'est par million. Hein. Cette valeur de 30, ça ne fait pas une réduction. Parce que la façon d'exprimer et de calculer la VLE a changé. La centrale du Vads, elle avait une VLE de 100 mg par mètre cube à 5% d'humidité. On a changé le mode de calcul et on est passé sur un mode de calcul à 15% d'humidité qui dilue les émissions. Donc, la réduction obtenue, on est passé de 100 à 90 en fait, parce qu'il y a un rapport de 3. Donc, on n'a pas une réduction à 73%, on a au maximum une réduction à 10-15%.
Alors, on va répondre. C'est très technique. Moi, je n'ai pas compris, mais c'est pas à moi de comprendre. Donc, par contre, c'est au public. On va rester au micro. Ça méritera certainement un petit échange. Généralement, on le fait pas, mais bon, faisons-le parce que ça a l'air compliqué. Même si on y reviendra. Il y a encore une fois, on a un atelier spécifique samedi là-dessus, mais on refuse pas la question, bien au contraire. Monsieur Dupuis. Après, on ira sur Zoom. Allez-y, monsieur, restez là. On prend 5 minutes. Voilà. Enfin. Je pense qu'il faudra y revenir. Si vous êtes présent samedi, on pourra passer un peu de temps, ou même pendant la semaine, si vous avez du temps, parce que c'est un sujet qui est extrêmement important et compliqué. Déjà, la centrale du VADS. Alors, je ne suis pas allé interroger mes cousins d'EDF SEI. J'ai regardé ce qui existait, les arrêtés préfectoraux d'il y a 10 ans et le dernier arrêté préfectoral. Donc ça, c'est des documents qui sont publics et donc sur lesquels on peut voir que, effectivement, les valeurs limites, il y a 20 ans, 30 ans, étaient à ce niveau-là. Elles ont été réduites assez fortement pour avoir aujourd'hui des valeurs limites sur les poussières. La valeur que j'ai, alors si on parle techniquement, à 15% d'oxygène sur gaz sec, si ma mémoire est bonne, c'est 38 mg par normomètre cube à la centrale du VADS. 37,5. Bravo. Au moins... Non, j'ai dit 38. Bon. 37,5. Ce que dit l'arrêté ministériel du 3 août 2018 pour les nouvelles installations, c'est sur ces mêmes références à 15% d'oxygène sur gaz sec, en poussière, et là, que ce soit pour le gaz, le fioul domestique ou la biomasse liquide, on est à 10 mg par normomètre cube. 10 pour le gaz, 30 pour le fioul. Non. Il est là l'arrêté. Fioul domestique. Oui, fioul domestique. La centrale de Luciane, son arrêté, il est là. Elle marche au fioul domestique. Elle a une valeur de 30 attendez, pour le fioul. Attendez. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit sur l'arrêté du 3 août 2018 qui fixe les valeurs limites d'émission pour les nouvelles centrales. La centrale de Luciane, c'est une centrale qui a été construite sur la base de réglementation qui date de 2008-2009, qui a été mise en service en 2014. Il y a peut-être un arrêté préfectoral aujourd'hui qui fixe des émissions qui ne sont pas celles d'une centrale construite aujourd'hui. Mais si on construit une centrale aujourd'hui, on a des textes auxquels on sera lié qui fixent une valeur limite d'émission à 10 mg par normomètre cube. Ça, c'est... C'est pas ce qui est écrit dans l'arrêté de Luciane, c'est la même centrale avec les mêmes moteurs MAN. Ah oui, mais encore une fois, Luciane, elle a été faite avant, donc c'était une autre réglementation. Là, aujourd'hui, on est sur une nouvelle réglementation. Et je veux bien. On peut regarder ça ensemble quand vous voulez. On ouvre les textes et on... Merci de cet échange. Merci beaucoup, monsieur, aussi, d'avoir respecté l'échange. C'est important que... Voilà, mais évidemment, il n'est pas clos. N'empêche que monsieur Dupuis nous précise bien la réglementation à laquelle sera soumise cette centrale-là, du RICANT. Luciane a été fait il y a déjà quelques années. Les réglementations bougent. On en connaît tous les conséquences. Mais merci. Je vais tout de suite. Ça repasse à 10. Hein. Ça repasse à 10. Bon. Néanmoins, sur Luciane, centrale qu'on connaît bien, les valeurs d'émission de poussière sont sensiblement plus faibles que ces valeurs limites d'émission. D'accord, bon. Mais ça mérite, tant mieux qu'il y ait un atelier là-dessus. Donc, a priori, on a une question Zoom, donc une personne qui pourrait intervenir pour une question supplémentaire. Je ne sais plus la question. C'est par rapport, je crois, aux inondations, à la pluie. Voilà. Oui, par rapport aux épisodes Sevenol. Alors, est-ce que la personne passe à l'écran? Passe en direct? Oui. C'est toujours la Dame du Garde. Très bien, madame. Eh bien, écoutez, on vous connaît. La Dame du Garde, oui. C'est vrai que moi, on en a déjà parlé avec M. Dupuis. Effectivement, on a quand même des phénomènes de plus en plus violents dans le contexte actuel de changement climatique. On a des pluies Sevenol, mais on a également une montée des eaux et nous avons en plus un risque de submersion qui peut se surajouter. Est-ce que vous pensez devoir surélever la plateforme de la centrale? Ensuite, puisque j'y suis, j'ai une deuxième question. Est-ce que vous pensez qu'avec la puissance que vous allez dégager, vous allez pouvoir brancher les navires à quai?
J'espère que vous m'avez entendu. Alors, la fin de la phrase. Peut-être pas la fin de la phrase, excusez-nous. Si vous voulez... donc, on a bien entendu les problèmes des phénomènes Sevenol qui se produisent aussi en Corse. On a bien compris qu'il fallait prendre en compte la submersion marine potentielle, en plus de ces phénomènes. Et donc, en quelque part, il fallait surélever, je ne sais pas à quelle hauteur, mais en tout cas, il fallait le considérer. Et la fin de la phrase? Peut-être. Et ensuite, j'ai demandé s'il y aurait suffisamment de puissance pour brancher les navires à quai, puisqu'effectivement, c'est une source de pollution assez considérable sur Ajaccio. Ah oui, de puissance à la centrale, puissance électrique offerte par la centrale pour brancher les navires, d'après ce que j'ai compris. Donc de faire des navires électriques. C'est ça. Non. Parfait. Non, pas tout à fait. C'était une plaisanterie, mais ça viendra peut-être un jour. Donc la prise en compte des phénomènes de pluie, vous l'avez dit, peut-être reconfirmé, mais on peut et de submersion. Puis après, on va clore. Je vais passer la parole au garant parce qu'il est moins le quart et je dois vous libérer. Voilà. Donc sur les pluies, ce qu'on indiquait, c'est qu'une étude a été faite sur la base d'un historique de pluie centennale, avec des phénomènes très très violents. On va effectivement surélever la plateforme d'environ 60 cm. Alors les études ne sont pas complètement refaites, donc c'était ce que donnaient les études il y a 3 ans, donc on est en train de reprendre les dernières hypothèses pour voir si... mais bon, l'ordre de grandeur, c'est ça, on doit surélever la plateforme d'environ 60 cm. Ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que de ce fait, de l'eau qui pourrait arriver sur le site serait évacuée à l'extérieur du site, et donc pour éviter d'envoyer l'eau chez les voisins, on construit un bassin de rétention, 2 bassins de rétention en l'occurrence, qui récupèrent donc ces eaux de pluie pour qu'elles puissent être évacuées à plus faible vitesse qu'elles ne sont arrivées du site du Ricante. Mais oui, on tient bien sûr... on tient compte de ces nouveaux épisodes orageux très violents. Très bien. Et donc, le fait de brancher les navires à quai, en effet, c'est un enjeu. On va avoir une puissance qui arrive, là, à Ajaccio, électrique. Est-ce que c'est possible? C'est envisageable? Oui, en tout cas, tout à l'heure, je vous présentais les différents scénarios d'évolution de prévision de consommation. Et effectivement, on a des hypothèses sur ces scénarios-là de cette nouvelle puissance qui arrivera à raccorder à Ajaccio. Donc, le besoin qu'on a identifié, il prenait bien en compte ces hypothèses-là sur le raccordement des navires à quai. D'accord. Et l'intérêt, c'est quoi, en fait, peut-être pour éclairer ma lanterne et celle du public? Effectivement, l'intérêt de se brancher sur le réseau électrique corse, c'est d'éviter de faire tourner les moteurs qui sont dans les bateaux aujourd'hui, et donc, en se raccordant sur le réseau, polluer un peu moins l'air environnant d'Ajaccio. D'accord, c'est-à-dire que les bateaux arrivent, ils coupent leur moteur, ils se branchent et ils ont toujours de l'énergie. D'accord. Très bien, c'est la fait à électricité. Donc, avant de conclure, je me retourne un peu vers le public s'il y avait... Bon, je ne vois pas de main qui se lève, donc je vais passer la parole à monsieur. Oui, oui, mais... Allez au micro si vous voulez bien, monsieur. Désolé, je préfère parce que malheureusement... Allez-y. Juste une petite précision par rapport justement à l'étude par rapport à l'eau. Monsieur a évoqué la construction de bassins de rétention. Ils sont déjà prévus dans le projet que la mairie est en train de driver. C'est 2 bassins différents. Non, les bassins de la mairie sont des bassins qui se trouvent en aval. Je dirais à 200 mètres du site. Nous, on parle de bassins qui seraient vraiment juste contre proximité immédiate. Bon, voilà. Parce que moi, je pense que quelque part, il faudrait aussi peut-être vous rapprocher des services techniques de la mairie, parce que probablement qu'il y a moyen de mutualiser peut-être les moyens. Et une dernière petite question. L'impact visuel par rapport au raccordement entre l'ancienne centrale et la nouvelle. J'espère qu'on ne va pas mettre des grands pylônes avec des câbles qui vont traverser la départementale. Alors, toutes les liaisons, que ce soit des canalisations ou des câbles électriques, seront enterrés. Très bien, merci beaucoup. Voilà, merci pour ces nouvelles questions. Oui, madame, très bien. Alors écoutez, je vous donne la parole, après on sera obligé de conclure. Si vous voulez bien vous présenter, je vois que ça s'active maintenant, on a presque fini. Ah ben oui, ça doit être ça, voilà. Présentez-vous, s'il vous plaît, madame. Oui, alors Dominique Renucci, et je représente le Garde aussi, au même titre que Muriel Seconde. Et je rebondis sur ce que Muriel a dit au sujet donc de la submersion possible. Si on en croit le rapport du GIEC, on a de réelles
de réels problèmes d'ici 2050 avec de très grosses submersions qui peuvent se faire jour. Donc là, je pense que vous n'avez pas insisté trop. Vous avez insisté sur les eaux de pluie, mais sur la submersion, pas trop. Et je voudrais savoir si effectivement c'est aussi pris en compte. La submersion marine, donc oui, l'érosion du littoral, les montées des eaux de la mer. En cas d'augmentation du niveau de la mer liée au réchauffement climatique, voilà, notamment. C'est ça. D'accord. Ok, oui, j'avais pas complètement compris la question. Merci. Donc ce sujet, dans le cadre du précédent projet de CCG, avait été étudié, identifié. On avait tenu compte d'une surélévation de 40 cm. La plateforme se trouve aujourd'hui à 3,50 m au-dessus du niveau de la mer. Donc on pense avoir quand même de la marge. Entre les deux, il y a le chemin de fer, il y a un certain nombre d'installations. Bon, néanmoins, je n'ai pas la réponse là. Je n'ai pas la réponse dans le détail à vous donner. Ce qui est prévu par le GIEC notamment et par les organismes sur l'élévation du niveau de la mer dans la baie d'Ajaccio sur une période de 20 ou 30 ans, qui est la durée de vie de la centrale. Oui, donc monsieur dit c'est aussi les tempêtes. Alors, je traduis, mais en tout cas c'est un sujet visiblement qu'il faudra bien éclairer. D'accord. Enfin, grande vague, d'accord. Je prends la question et dans la semaine, j'aurai des réponses plus détaillées sur ces questions. Voilà. Monsieur Dupuis n'est pas omniscient, il n'a pas les réponses à tout, ce qui est à peu près normal. Mais en tout cas, nous, l'important, c'est de noter, en tout cas pour le maître d'ouvrage, que c'est un vrai sujet. On sait que le sujet, l'enjeu de l'eau, on le découvre, enfin on le savait, mais visiblement c'est marqué très fortement aujourd'hui. Merci à tous. Je me tourne peut-être, donc si je souhaiterais donner la parole aux garants, s'ils veulent réintervenir pour clôturer cette première réunion, avoir leurs sentiments, et puis surtout rappeler peut-être les dispositifs donc, où on va pouvoir se revoir. Donc à la régie, si on peut demander à Monsieur Lorenzi ou à Madame Etundi. Oui. Ben écoutez, moi je suis relativement satisfait de ce débat. Les expressions peuvent se faire dans la transparence et d'une façon assez fluide. Je rappelle simplement que toutes les idées sont sur la table, que toutes les options sont à développer et que j'engage la plupart des intervenants qui sont là ou qui seraient amenés à intervenir à pouvoir poser toutes les questions qui les intéressent pour avoir toutes les réponses nécessaires. Le projet est en cours. Je rappelle quand même qu'il fait suite au fait que une enquête publique s'est déroulée il y a peu de temps, enfin disons 2 ans si je me souviens bien, qui avait donné un avis défavorable par rapport à une centrale de 250 kW et que maintenant on est sur une centrale qui est réduite de moitié. Donc l'expression du public est toujours nécessaire. Voilà, je vous remercie infiniment tous et de toute façon, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'avoir des éclairages qui nous concernent, c'est-à-dire toujours, je le répète, sur la forme et jamais sur le fond. Merci. Merci Monsieur le Garant. Et donc je vous remercie à tous d'avoir suivi cette émission, entre guillemets, en tout cas cette réunion, et surtout à vous de vous être déplacés. Donc rendez-vous mercredi prochain à 17 h. Demain matin, pour information, l'équipe d'EDF sera au marché d'Ajaccio pour, disons, aller au contact des habitants, ceux qui passeront par là. Voilà, tout simplement. Et à partir de mercredi, jeudi, vendredi matin, vous avez le numéro de téléphone dans le dossier sur lequel vous pouvez appeler pour avoir des entretiens individuels avec les équipes d'EDF. Et surtout, vous avez un site internet, centralduricanto.fr, où vous retrouverez toutes les informations nécessaires. Merci à tous et à très bientôt. Pas de musique.